Bienvenue à cette nouvelle édition de Caméra Mosaïque sur MCTV, ici dans l'État du Massachusetts. Nous allons parler, bien sûr, de ce qui domine l'actualité sur le plan international. Ça fait déjà une douzaine de jours, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc, le titre de notre émission aujourd'hui, l'invasion de l'Ukraine face au droit pénal international. Pour en parler, nous avons pensé au professeur John Packer de l'Université d'Ottawa au Canada. Bienvenue, professeur Packer, sur Caméra Mosaïque MCTV dans l'État du Massachusetts, une région que vous connaissez très bien puisque vous avez enseigné à Harvard et à Tufts University. Pour démarrer avec l'émission aujourd'hui, professeur Packer, brièvement l'historique de la Cour pénale internationale et dans quel contexte elle a été créée en 1999. En première place, merci beaucoup pour l'invitation de vous adresser ce soir. C'est un grand plaisir. Et aussi le lien avec Medford et Cambridge que je connais bien, avec plaisir de vous rencontrer aujourd'hui ou ce soir. Sur le sujet devant nous, qui est une situation grave et urgente, quand on a la création de la Cour internationale, pénale internationale, c'était une autre époque. C'est déjà maintenant 24 années depuis la création en 1998 à Rome. Et à cette époque, que je me souviens très bien, j'étais responsable comme un conseiller juridique dans l'OSCE à cette période-là, était une atmosphère ou une ambiance beaucoup plus optimiste. Et aussi, c'était dans la veille de l'ex-Yougoslavie et le conflit, mais on a déjà surmonté beaucoup des problèmes. Et donc, il était une attitude générale dans la communauté internationale qu'on était encore dans une période de construction de l'après-guerre monde, après-guerre froide. Et donc, c'était une situation tout à fait différente qui est actuellement le cas. Et c'était un peu pour moi, franchement, c'était une surprise qu'on a réussi d'établir le cours parce que c'était une initiative assez vite pendant juste 2 ou 3 années. Et je me souviens, par exemple, j'étais à l'ONU à New York et en train de discuter avec une ancienne assistante de secrétaire général et on a dit entre nous, probablement on ne va pas réussir d'établir le cours pour quelques années, pour plusieurs années. Et soudainement, dans une courte période, il était établi avec, et puis ça a pris des années pour attirer assez des ratifications pour ouvrir le cours, mais c'était encore quelque chose et c'est une grande étape dans le développement du droit international et pour nous. Et actuellement, c'est très important qu'il existe. Mais la situation était très différente. Par exemple, le premier cas qui était décidé par le cours, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas beaucoup de cas qui ont été rendus des convictions. Le premier cas était un cas contre M. Lubanga de la République démocratique du Congo, je crois 2011, l'arrêt de cour. Et donc, ça a pris beaucoup de temps. Et jusqu'à maintenant, une dizaine d'années plus tard, il reste encore seulement une dizaine de cas. Donc, il y a des questions de l'efficacité du cours et actuellement, il y a d'un côté encore des demandes et l'autre côté
on a peur que le cours va tomber ineffectif ou pas très effectif. On ne sait pas. On verra, mais maintenant, c'est bien sûr invoqué dans les situations actuelles en Ukraine. Vous l'avez bien souligné, professeur John Parker, la Cour pénale internationale a été créée à Rome en 1999, soit quelques années après la fin de la guerre dans les Balkans. Quelle est en fait la principale compétence de cette Cour? Donc, la compétence est une compétence générale pour les actes de crimes, dits crimes, des crimes internationaux. Ça veut dire des responsabilités des individus, des êtres humains pour des violations établies dans le droit international comme des crimes. Et jusqu'au l'établissement de cour de Rome, de la statue de Rome, il n'était pas une cour générale pour des crimes. Et il était seulement des tribunaux spécifiques ou particuliers dans quelques situations. Et ça pose beaucoup de problèmes. Par exemple, est-ce que les tribunaux, est-ce qu'ils ont été seulement des institutions pour les vecteurs ou peut-être ils ont été d'un côté une sorte de pas égalité et aussi il y a toutes sortes de problèmes pour établir une institution, un recours comme une cour de crime dans une situation actuelle. C'est beaucoup mieux si nous avons déjà établi une institution qui veut être simplement appliquée dans une situation actuelle. En parlant de crimes, il y a 4 catégories qui sont visées par la Cour pénale internationale. Crimes contre l'humanité, crimes de guerre, génocide et crimes d'agression. Mais quelle est la différence entre ces 4 catégories de crimes, professeur John Parker? Oh, il y a un nombre de différences mais les choses importantes sont leur lien avec des actes des individus, des êtres humains, des personnes naturelles qui sont responsables dans un sens criminel. Ça veut dire ils sont responsables pour des actes et aussi avec l'intention, le mens rea, on dit, l'intention de pour les actes. Par exemple, le génocide, les crimes sont bien sûr définis dans le statut de Rome. Donc, il y a des définitions dans la convention. Et par exemple, le génocide qui est bien connu, il y a plusieurs actes qui sont inclus comme des actes de commission de génocide. Le même des crimes de guerre. Les crimes de guerre, comme le mot implique, ils viennent des actes qui sont des violations de droits internationaux humanitaires, des droits de guerre. Il y a par exemple l'utilisation de quelques méthodes ou des choses comme ça qui sont prohibées par le droit international. Donc, pour un crime de guerre, il faut qu'il y ait une guerre ou c'est plutôt correct pour dire un conflit armé, soit un conflit armé international ou non international. Mais on ne peut pas avoir, par exemple, un crime de guerre dans une situation de la paix. Donc, plusieurs fois, il y a des gens qui invoquent la notion de crime de guerre, mais il n'y a pas actuellement une guerre, il n'y a pas de crime de guerre. Les crimes contre l'humanité, ils sont des crimes qui sont applicables dans une situation de la paix. Par exemple,
pour tuer un nombre de gens en masse dans une situation particulière. Il peut être un crime contre l'humanité. Et le crime d'agression, c'est un crime assez nouveau qui est normalement pour un acte contre la paix. Et c'était quelque chose ajouté récemment. La Cour pénale internationale, à travers le procureur Karim Khan, a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'une enquête sur les opérations militaires russes en Ukraine. Professeur Parker, qu'est-ce qui explique une telle décision de la CPI? Donc, la première chose pour clarifier, c'est tout à fait pas contre le crime d'agression, parce que c'est pas dans la compétence de cours actuellement, parce que pour avoir une compétence pour le cours, les deux États impliqués doivent être accepter la compétence de cours, et que ce n'est pas le cas. La Russie n'est pas une partie contractée, ni en fait l'Ukraine. Donc, le seul base de compétence de cours maintenant, c'est le fait qu'il y a des actes sur le territoire de l'Ukraine, et l'Ukraine a accepté anciennement, en 2014, accepté la compétence de cours dans le contexte d'une guerre ou un conflit armé dans l'est de l'État. Et donc, cette compétence était élargie. Et aussi, juste cette semaine dernière, cette semaine, un nombre d'autres États, 39 États, ils sont déposés avec le cours une référence pour donner la compétence de cours dans les situations. Mais encore, c'est seulement pour les crimes contre l'humanité et le crime de guerre. Il n'y a pas impliqué le crime de génocide jusqu'à maintenant, et c'est pas possible le crime d'agression. Quelle chance donc de voir aboutir une telle enquête dans la mesure où il y a de mauvais précédents, je dirais très récents, qui mettent clairement en évidence les limites du pouvoir de la CPI. En 1999, par exemple, l'armée russe avait pratiquement rasé la ville de Grozny en Tchétchénie. Le bilan était lourd, plus de 10 000 morts du côté de la population civile. Oui, il y a des précédents. Vous savez, il y a malheureusement beaucoup de situations dans le monde, de plus en plus, je dirais, avec des guerres, avec des conflits armés. Et il y a toutes sortes des actes prima facie de crimes. Par exemple, les atteintes contre la population civile, des gens qui ne sont pas des combattants. Donc, ça, c'est un principe de droit international humanitaire pour distinguer entre les combattants et les non-combattants. Et donc, une atteinte contre un non-combattant est une violation directe. Donc, il y a des situations où, comme le Grozny, comme vous avez dit, ou d'autres situations où on se trouve malheureusement des atteintes systématiques contre la communauté civile, avec des cibles civiles aussi, ou non militaires. Donc, oui, il faut prendre beaucoup d'étapes pour investiguer, pour établir les crimes et tout ça. Mais oui, à mon avis, c'est clair qu'il y a une situation qui est exactement prévue pour le cours pénal d'être engagé.
Dans quelle mesure les nouvelles technologies de l'information, les réseaux sociaux, le direct 24 sur 24 à la télévision peuvent aider les enquêteurs de la CPI dans leur tâche de collecte de preuves contre l'armée russe et Vladimir Poutine? Oui, donc et beaucoup a changé depuis les cours étaient établis parce que les technologies c'est beaucoup plus avancées qu'avant. Par exemple, l'utilisation des satellites, mais aussi, comme vous avez dit, les médias sociaux, des technologies, de pouvoir, par exemple, les réseaux téléphoniques et presque la population générale, n'importe qui, il peut enregistrer l'information des actes en temps actuel et réel. Mais c'est pas tout à fait si facile que ça, parce que pour le cours, ils cherchent pour la preuve recevable. C'est pas seulement l'information. Et ça, c'est une distinction très importante. En effet, il y a un danger que n'importe quel individuel peut prendre quelques informations et peut-être il peut changer dans une mesure ou une autre de qualité et donc la crédibilité d'une pièce de preuve. Et donc, c'est très important pour les investigateurs de cours et d'autres spécialistes experts. Et il y a des gens et des organisations spécialisées pour, en effet, compiler toutes sortes d'évidences de preuves recevables. Des preuves, il y en avait en 2014 lors de l'annexion de la Crimée par la Russie. D'ailleurs, l'ancienne procureure de la CPI, Mme Fatou Bensouda, avait dit en 2020 disposer d'assez de preuves en provenance du conflit dans le Donbass et en Crimée pour lancer une enquête. Mais les juges de la CPI n'avaient pas donné leur aval. L'actuel procureur Karim Khan peut-il donc réussir là où Mme Fatouda avait échoué? Oui, je crois oui, à cause de deux choses. En première place, la situation a beaucoup changé depuis pendant les dernières 2 semaines. Et il est clairement parce que, par exemple, pendant la période avant, le gouvernement ou l'État Russie il a eu la position qu'ils ne sont pas engagés. Et c'était une sorte de fiction, on sait, dans le public général. C'était assez clair qu'il était engagé. Mais maintenant, l'État est formellement engagé et dans une mesure si large, si évidente, qu'il y a, par exemple, un conflit internationalisé, par exemple, sans doute. Donc, la situation a changé dans cet sens. Mais il y a aussi le changement peut-être beaucoup plus important pour le procureur, qu'il y a maintenant des références de 39 États, il y a une réaction importante de la communauté internationale. Donc, pour moi, il n'y a pas encore la nécessité de demander aux juges pour leur approbation qu'ils peuvent commencer une investigation ou aussi réussir d'avoir assez de ressources financières et humaines. Mais maintenant, je crois que ces problèmes comme ça, ils vont être adressés par des donateurs ou d'autres moyens. Et aussi, je peux imaginer que les juges ils veulent bloquer maintenant. Ils ne peuvent pas bloquer, effectivement, parce qu'il y a une référence. Donc, les États ils sont demandés. Donc, je crois qu'il a une possibilité réelle, mais il est face d'autres problèmes maintenant. Par exemple? Pour l'accès
Et c'est aussi une situation sans précédent. Je crois qu'il est en train d'y aller maintenant, lui-même et aussi avec une petite équipe sur le terrain pendant une guerre. Ça, c'est une chose importante, une différence importante. Je ne sais pas comment il peut en faire réussir parce qu'il prend des risques réels, mais c'est une chose certainement remarquable et il établit aussi un précédent pour l'avenir, mais il ne va pas être facile, pas du tout. Et à part des dangers, il y a des questions pratiques, comment, par exemple, pour collecter l'information. Je vous donne un exemple. Qu'est-ce qui va passer s'il a accès d'un prisonnier de guerre? Est-ce qu'il a des moyens pour prendre, parce qu'il va dépendre en tout cas des arrestations et tout ça, et il y a tout ça des problèmes pratiques. Pour juger un ou des accusés, il faut d'abord procéder à son ou bien à leur arrestation. N'est-ce pas là la tâche la plus difficile pour la Cour pénale internationale, professeur John Parker? Donc, c'est une chose importante parce que, vous savez, anciennement, par exemple, à Nuremberg, ils ont eu quelques processus sans in absentia, mais du point de vue des droits de l'homme et le propre processus de droit, c'est pas acceptable d'avoir un processus sans l'accusé, pas seulement l'accusé informé, mais l'accusé devant le cour. Donc, parce qu'il y a aussi le droit, évidemment, il y a le droit de défense. Donc, dans le statut de Rome, c'est absolument clair. On ne peut pas avoir un processus in absentia. Il faut avoir l'accusé devant le cour et aussi équipé avec un conseil juridique, un avocat pour la défense. Et oui, c'est un problème parce que il y a plusieurs questions ici. Est-ce que, par exemple, le procureur va chercher pour n'importe qui parce que c'est possible que déjà il y a beaucoup de crimes, des violations commis par des simples soldats. C'est pas tout à fait la raison d'être pour le cours. C'est pas une cour pour n'importe quel cas, n'importe quelle violation. C'était prévu pour les cas importants. Mais peut-être il va être très, très difficile de réussir, par exemple, une arrestation d'un général ou soit un politicien responsable. Et puis, on parle de Vladimir Poutine. Voilà. Par exemple, j'avais déjà signalé que c'est pas possible, c'est pas dans la compétence de cour sur la question de l'agression, mais c'est pas tout à fait l'agression qui est la préoccupation. Mais non, il y a des actes, par exemple, des crimes de guerre, et il y a le principe de la responsabilité des chefs, des commandeurs, et jusque c'est aussi dans la responsabilité de hautes responsables qui inclut aussi le chef d'État ou le chef de gouvernement. Et donc, à mon avis, c'est assez clair que M. Poutine est responsable. Il est déjà pas signalé, il est exprès et dans la télévision. C'est assez facile de faire le lien ici que M. Poutine est impliqué. Mais ça pose clairement le problème. Comment est-ce qu'on peut imaginer une arrestation de M. Poutine? Pour terminer l'émission aujourd'hui, professeur Parker, un autre problème auquel fait face la Cour pénale internationale, la discrétion des États pour faire arrêter les suspects présents sur leur territoire. Vous savez,
c'est important d'évaluer le cours et les processus par plusieurs optiques, je dirais. Il y a un aspect important symbolique. Il y a un espace pour juger les actes, même les investigations, si on n'a jamais réussi d'une conviction. Mais le prospect, l'idée qu'il y a une application de droit, il y a des investigateurs, un procureur, ça c'est un état déjà important. Et par exemple, la possibilité d'avoir un indictment. Je m'excuse, j'oublie Oui, 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 on comprend. l'accusation. 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 Et donc, pour avoir l'accusation, et surtout si elle est publique, ils peuvent avoir un aspect important, par exemple, pour le public général et aussi pour les États. Mais il y a une autre question, est-ce qu'il y a des conséquences directes ou conséquences non directes? Non directes, on peut imaginer voir les États, pas seulement les États partie de convention, mais par exemple l'ONU en général ou peut-être en Europe, les pays européens, qu'est-ce qu'ils veulent décider s'il y a une base d'une accusation valide. Mais il y a aussi la possibilité de processus à long terme. Donc, on dit que Lady Justice takes time. Donc, la justice, c'est pas en général quelque chose qui se déroule vitement. Et peut-être, et il n'y a pas une limite de temps pour des crimes internationaux. Donc, on peut même les dessiner plus tard et dans des circonstances totalement changées. Il y a la possibilité, il reste encore une possibilité d'un processus et même une conviction. Donc, il y a quelques aspects importants. Mais d'autre côté, il y a un risque si, par exemple, le cours finalement, c'est évident qu'il ne peut pas toucher les grands pouvoirs, les pouvoirs criminels, on dirait, comme actuellement. Ça, c'est un problème aussi pour la justice, parce que maintenant, et c'était un problème pour le Cour pénal international, que jusqu'à maintenant, les accusés et les convictions, ils ont été contre les faibles, effectivement. Un grand nombre de pays africains et surtout des petits pays avec des problèmes et pas de force importantes. Et jusqu'à maintenant, ou récemment, jamais même des cas européens, c'est seulement l'Ukraine et récemment il y a été une ou deux autres à part de l'Afrique. Mais je crois que ça continue d'être un problème. Donc, dans un sens, c'est une chance pour la justice internationale qu'il y a un cas clair, à mon avis, prima facie clair, dans une situation européenne avec un grand pouvoir, mais c'est aussi une sorte de test case maintenant. Est-ce que le cours est important dans la situation réelle et actuelle? Mais est-ce que finalement, professeur Parker, on peut dire que la justice pénale internationale est construite, est bâtie pour juger les petits dirigeants, ou bien les dirigeants des petits pays, ou bien les dirigeants des vaincus? Bien sûr, c'est l'histoire réelle où l'évidence empirique, jusqu'à maintenant, c'était le cas soit des faibles ou des vaincus, simplement. Donc, maintenant, nous avons une situation, parce que bien sûr, Nuremberg, par exemple, Tokyo, le cas archétypique, ils ont été après la fin de guerre, après la victoire des pouvoirs
et les cours ont été établis. Donc, c'était aussi une critique valide, à mon avis, pour ces institutions, ces tribunaux. Ils ont été établis par les vecteurs et contre les vaincus. Mais maintenant, nous avons un cours général établi avec une compétence établie aussi après le droit, avec la demande de l'Ukraine, maintenant de 39, en référence à 39 d'autres États. Est-ce qu'il va être effectif ou efficace?